Bonsoir. Enfin, nous y sommes. Maintes fois reportée, eh bien, l'élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football se tiendra finalement le samedi 23 avril 2022. Et justement, l'invité du talk, notre invité ce soir, est l'un des candidats en lice pour briguer la présidence de cette fédération. Quel est son programme de campagne? Quelle ambition nourrit-il pour le football ivoirien? Idriss Yacine Diallo sera en notre compagnie tout au long de cette émission pour répondre à nos questions. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nous sommes lundi de Pâques. Bon lundi à tous. Et on est très très heureux d'être à nouveau présents. C'est jour férié pour certains, mais nous on est là, on est à la tâche. On est surtout contents d'être présents. Il y en a qui sont à la tâche et puis ils ne sont pas contents. Nous, c'est un vrai bonheur chaque soir de partager ces moments avec vous à la maison et nous ici, en train de travailler. Mais c'est avec beaucoup de plaisir. Bonsoir André, comment allez-vous? La preuve, mon sourire. Je suis content d'être là. Bonsoir. Vous avez vos œufs de Pâques? C'est une vraie question. Vous savez, je pense que la religion relève de la sphère privée. Moi, j'ai un cadeau de Pâques pour chacun d'entre vous à la fin de cette émission. Oui, j'ai pensé à un cadeau pour chacun d'entre vous. Bon, les œufs de Pâques, ce n'est pas forcément lié à la religion. Ben si, non, un panier pour les musulmans, ça va, c'est pas grave, on a réglé, ça va. Débat philosophique. Oui, déjà, ça commence J'aime pas te bien. titiller. Je sais. Bonsoir Jean-Marc Seka, comment allez-vous? Bien, merci Brissano. On vous a sorti de votre studio du JT. Oui, un lundi de Pâques, en plus c'est mon anniversaire, donc bon. C'est pour ça que... Pourquoi Bon c'est pour ça que j'ai un cadeau pour vous en fait. Ah ben voilà. J'ai un cadeau pour vous en fait. Oui, il a tout gâché, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'avais un cadeau. En fait, pour les autres, c'était un prétexte, mais c'était vraiment pour vous le cadeau. Ben voilà, J'ai un j'espère cadeau bien. pour vous, Jean-Marc Seka. J'espère qu'il sera à la hauteur aussi. Oui, vous regardez l'animateur, il fait des choses à sa dimension. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. Et puis ce soir, donc, je vous le disais, donc, pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous avons en notre compagnie un candidat donc, à l'élection présidentielle, donc à la présidence de la FIF. De lapsus révélateur. Très révélateur. Monsieur Idriss Yacine Diallo, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci Bonsoir. d'être ce soir. Merci d'accepter d'être ce soir sur notre plateau. Parce que nous tenons à le dire, les invitations ont été lancées, mais pour l'instant, certains sont encore en train d'hésiter. Mais vous avez accepté d'être sur notre plateau et c'est pourquoi vous êtes le premier. Et on va vous traiter avec tous les égards liés à votre disponibilité, à votre courtoisie, à votre gentillesse, à votre sympathie. Je ne tarie pas d'éloges déjà pour vous. Voilà. Merci, c'est Je gentil. trouve que c'est déjà très important que vous soyez là sur notre plateau. C'est beaucoup de respect. Alors, justement, on a commencé notre émission par un mot, c'est enfin. Est-ce que vous partagez avec nous ce enfin pour dire que ça a vraiment duré? On a attendu cette élection présidentielle. Totalement. Il faut que j'arrête. Je À la le présidence de partage la FIF. beaucoup plus que vous. Parce que vous l'avez vécu de l'extérieur, mais moi, je le vis de l'intérieur. Ouais. Depuis 2 ans, nous sommes dans un... On est parti pour allez, je vais donner une image sportive, pour un 400 mètres et finalement on a couru un marathon. Ouais. Donc ce n'est pas du tout la même préparation et ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Donc nous sommes très 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 heureux qu'on arrive enfin au bout de cette aventure. Doublement heureux, je dirais, parce que heureux d'arriver au bout de cette aventure, mais heureux d'avoir été retenu. Ah, évidemment, c'était les premières conditions. Donc nous savions qu'en nous inscrivant dans cette course, il était possible que nous soyons éliminés, et il était possible aussi que nous soyons retenus. Mais nous avions confiance au fait d'être retenus parce qu'on a travaillé avec sérieux, avec des équipes sérieuses, avec une organisation rigoureuse. Donc on a produit un dossier en béton, pour parler comme les Ivoiriens. Effectivement. Donc voilà, on est heureux d'être là. Qu'est-ce qui fait qu'on tient? Parce qu'évidemment, durant toute cette période-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées. Vous, par rapport à l'expérience que vous avez de ce milieu-là, qu'est-ce qui fait finalement que vous vous êtes dit, ça va, je suis patient, j'attends? Vous savez, quand vous avez un projet qui est un projet sérieux, qui est soutenu par des ambitions sérieuses, avec une organisation efficiente qui a été mise en place en amont, vous prévoyez toutes les hypothèses. C'est vrai qu'on avait prévu une hypothèse où, effectivement, il pouvait y avoir un report de l'élection, mais en toute honnêteté, ce n'était pas un report aussi long. Donc on avait envisagé cela. Donc quand on s'est retrouvé devant la situation, on s'est réorganisé en conséquence. Vous savez, 2 ans, il a fallu... maintenir les équipes, il a fallu les motiver, il a fallu, parce qu'il y a des moments où ils étaient complètement à plat, hein. Ouais. Quand est-ce qu'on va arriver au bout, etc. Mais ça va, ça s'est bien passé. Et effectivement, vous avez dit 2 ans.
quel est l'état des lieux du football ivoirien depuis cette période? Déjà, le football ivoirien était dans une situation relativement complexe avant les élections. Il y avait beaucoup de tensions, il y avait des conditions difficiles pour le football local, il y avait beaucoup de bruit sur la gouvernance, il y avait beaucoup de tensions. Ensuite, les élections sont venues, je pense, je dirais même les raviver. Ouais. Donc, c'était un environnement qui est assez je dirais, les Anglais disent mix-up, okay. Qui est assez perturbé. Et donc, je pense que le moment est venu, effectivement, grâce à cette élection, de remettre les choses à plat et puis d'avancer. On recevait sur le plateau du Live Talk de l'émission Face à la Côte d'Ivoire la présidente du CONO, donc Mariam Dao Gabala. Et lors de cet entretien, elle a exprimé ses inquiétudes quant à la suite pour le football ivoirien et elle parlait de possible guerre fratricide. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Bon, je pense que Mme Dao Gabala, ses propos ne l'engagent qu'elle. D'accord? Elle est venue dans un environnement où il y avait des tensions. Il y a des tensions partout en Côte d'Ivoire. Dans vos familles, il y a des tensions. Il nous appartient d'être capables de les gérer et d'avancer. Mme Dao Gabala avait une mission. Je pense qu'elle a tenté de la mener à bien. La mission allait au-delà, je dirais, de la durée. Aujourd'hui, elle nous emmène finalement aux élections. Mais c'est clair que les tensions existent. Mais de mon point de vue, il faut qu'on soit lucide. Il s'agit d'une élection qui regroupe 81 électeurs. C'est une élection présidentielle, pour reprendre Brice, parce qu'on l'a portée à un niveau, justement, où elle est devenue présidentielle. Mais sinon, c'est 81 électeurs, 81 présidents de clubs ou groupements d'intérêt qui, malheureusement, depuis 2 ans, se font insulter, se font vilipender, se font agresser par le premier venu. Mais ces gens-là, qui sont des passionnés du football, qui donnent au football pour des jeunes, ce ne sont pas des personnes parfaites, mais c'est des personnes qui savent où elles vont. Elles méritent respect. Donc, pour revenir à Mme Dao Gabala, c'est clair qu'il y a des tensions, mais ces tensions seront apaisées dès qu'il y aura une élection ouverte, libre et transparente. Président, pourquoi, je vous appelle président parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de vous appeler dans le domaine du foot, n'y voyez pas là déjà une prémonition, pourquoi justement une telle tension? Il y a eu plusieurs élections à la tête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football qui n'avaient jamais pris cette proportion. Qu'est-ce qui justifie qu'on en soit si vite arrivé aux injures et autres? La première des choses, c'est l'évolution de notre société. Tout le monde s'invite au débat. Mais au-delà, justement, puisque le football déchaîne plus de passion, moi je veux quand même, vous qui êtes proche de ces clubs, de ces présidents, j'ai entendu quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, les présidents de clubs, au regard de ce qui se passe quand même, ils ont été quand même pas mal traités, comme s'ils étaient les ennemis du foot, alors qu'on sait ce qu'ils endurent tous les jours. Vous, comment vous les sentez aujourd'hui? Ils sont au bord du découragement, ils se disent, bon, on y va quand même, c'est ingrat. Quel est l'état d'esprit, finalement, ces dirigeants de club? Moi, je suis dirigeant de club. Oui. À la différence de beaucoup d'autres. Moi, je suis vice-président de l'AFAD. Je suis membre fondateur de l'AFAD. Avec un certain nombre d'amis, on a créé ce club. Mais nous, tous les mois, on cherche de nos poches 10 millions de francs CFA minimum pour pouvoir entretenir notre équipe. Une équipe, c'est quoi? C'est des joueurs que vous avez, c'est des joueurs que vous payez, c'est un staff que vous avez, c'est des entraînements que vous devez payer, c'est des déplacements pour aller au match que vous devez gérer, c'est des problèmes de santé que vous devez gérer, etc. etc. C'est une entreprise. Malheureusement, je dis, on a vilipendé les présidents de clubs comme si c'était des vauriens. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on peut dire, c'est vrai, il y a des difficultés, mais ça ne veut pas dire que tout a été mauvais, que tout est mauvais. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un mauvais procès. Et aujourd'hui, nous estimons justement que le football appartient à toute la nation. On est d'accord. Parce que justement, c'est une affaire de passion. Exactement. Mais les acteurs du football sont les vrais patrons du football. Et ça, il faut que les gens se le tiennent pour dire. Très bien. Et justement, puisqu'on vous posait la question du diagnostic actuel, vous l'avez fait, ça on le pense. Alors, on va aller point par point pour vous. Commençons par le championnat national et on va dire les compétitions, qui sont quand même le premier visage, un peu les compétitions professionnelles du football. Oui. Quel est votre diagnostic, quelle est votre lecture de la situation? On laisse les polémiques, tout ça.
Quel est votre diagnostic? Le football local, Ouais. depuis quelques années, est en recul. Vous savez, la Côte d'Ivoire avait 2 représentants dans chacune des compétitions africaines. 2 pour la Champions League, 2 pour la Coupe de la CAF. Aujourd'hui, on est passé à 1-1. Ok. Parce que tout simplement, notre équipe a reculé dans la hiérarchie. Nous étions dans les 10 premiers. Ouais. C'est ça qui nous permettait d'être là. On est passé aujourd'hui 11e, 12e, 13e. 13e. Donc, le niveau du football local a régressé. Il nous appartient donc aujourd'hui de mettre en œuvre les outils nécessaires pour le ramener à un niveau acceptable. Ouais. Mais c'est parce que le football local a été aussi en grande partie délaissé que nous sommes là. Le football local, ce n'est pas seulement les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 que vous voyez, mais c'est d'abord le football des jeunes. C'est ça. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'il n'y a pas de compétition de jeunes. Effectivement. Alors que c'est les jeunes qui constituent le vivier de ce qui permet d'avoir des joueurs de qualité au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc, il y a un travail à refaire complètement dans ce sens-là. Et nous estimons que les compétitions de jeunes doivent être organisées. Dans notre vision, ce que nous proposons, c'est que d'abord, on remette en selle les ligues. Vous savez, on parle de football, mais comment ça se pratique, comment ça se gère? C'est ça. On va mettre en place les ligues. Il y a 12 ligues amateurs qui sont là, qu'on va réhabiliter. C'est vrai que vous rentrez tout de suite dans vos j'allais dire, dans vos Oui, propositions. exactement, je m'en prête. Mais justement, peut-être qu'en même temps, cette Oui, oui. proposition veut dire qu'au niveau des ligues, il y a problème. J'allais y arriver. Je commençais par les compétitions. Oui. Maintenant, dans la structuration, dans l'étalement du football sur le territoire national, est-ce que là aussi, il n'y a pas de problème? Vous parliez tout de suite des ligues. C'est ça. Est-ce que le football amateur est suffisamment impliqué par les politiques, justement, la politique fédérale? À ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Nous avons une ligue amateur et nous avons une ligue professionnelle. Très bien. La ligue professionnelle s'occupe de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est ça. Et la ligue amateur s'occupe donc de la D3 et du football. C'est surtout la Donc, amateur, nous, le centre de ma ce question. travail-là doit être fait. Il faut réhabiliter la ligue amateur et lui donner les moyens. Et les moyens, elle les aura pour pouvoir justement faire que ce soit déconcentré, que le football ne soit pas uniquement à Abidjan. Donc il faut que les ligues amateurs, les ligues soient réhabilitées. Comment vous pouvez comprendre que vous allez dans des régions, il n'y a pas de compétition dans ces régions depuis plusieurs années. Et pourtant, il y a des ligues qui Et existent. pourtant, il y a des ligues qui existent. Donc, les ligues, parce que c'est difficile de parler de ça sans parler des solutions. Oui, parce que la Ligue se pose des Voilà, questions en ce moment. c'est sûr. En nous regardant, oui, Voilà. c'est bien de dire Quelles elles sont seront les ces Quelles sont les moyens. solutions? ça. Donc, Pratique. nous avons décidé aujourd'hui donc, de réhabiliter ces ligues-là en leur donnant les moyens. Chaque ligue amateur va recevoir, chaque ligue de région va recevoir 20 millions de francs CFA par an. Pourquoi? La première année, avec 5 millions, on va doter la ligue d'un siège. Ils n'ont pas de siège. C'est dans les maisons des fonctionnaires que ça se passe. On va les doter d'un siège. On va les équiper de matériel informatique. On va mettre en place donc une organisation avec des conseillers techniques régionaux, qui seront chargés d'organiser les compétitions locales D'accord. des jeunes. Et les compétitions, parce qu'il y a des gens qui se plaignent du football amateur, les divisions régionales, les districts, ça. ils n'ont pas de compétition. Oui. Mais on va organiser ça de cette façon-là. Et à partir de là, on va être sûr que dans le pays entier, il y aura des compétitions. C'est ça. Et on va donner l'opportunité aux jeunes de Kounfao de jouer dans sa zone. On va donner l'opportunité aux jeunes de Méagui de jouer dans sa zone, etc. Donc plus de dynamisme pour le football, les ligues locales. Mais et concernant le football féminin, on a l'impression que c'est le parent pauvre du football ivoirien. Qu'est-ce qui est prévu pour le football féminin? J'allais y arriver. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le football, dans l'organisation de la FIFA, le football féminin est ce qu'on appelle le nouveau relais de croissance. Parce que aujourd'hui, il y a la parité dans le monde. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a la parité et autant le football masculin est développé et génère des revenus, autant depuis quelques années, le football féminin est en train d'évoluer. Vous avez vu la dernière Coupe du Monde en France qui a suscité un Beaucoup de engouement passion et terrible. d'engouement, oui. Donc aujourd'hui, il est prévu, effectivement, d'autant plus que la FIFA met en place un programme spécifique pour la promotion du football féminin. Donc nous comptons effectivement relancer le football féminin avec 10 équipes de football féminin de Ligue 1, Ok. avec derrière, dans les ligues aussi, comme je vous explique, du football féminin dans les ligues. Oui. C'est-à-dire que D'accord. dans les ligues, autant il y aura le football des jeunes, il y aura le football féminin, et il y aura le football des divisions régionales. Football Elles féminin disposeront des des mêmes jeunes. moyens, Football oui. féminin des jeunes aussi. Des jeunes aussi, Oui. d'accord. Là. Et elles disposeront des mêmes moyens que
leurs collègues du foot. Absolument, Ok. absolument, Alors, absolument. moi, justement, on parle de moyens, on parle de moyens, il faut qu'on en parle. Ouais. Tout à l'heure, vous avez bien expliqué, mais la question que je me suis posée, c'est déjà, vous pensez à trouver 10 millions chaque mois pour la fête. Comment vous pensez trouver ces moyens? Très bien, parlons de financement. Alors, je vous ai dit, quand je suis intervenu à l'Hôtel d'Ivoire la dernière fois, j'ai expliqué que notre projet était un projet réaliste et réalisable. Pourquoi? Avant d'être ici comme candidat, je suis un chef d'entreprise. Donc, j'ai une formation qui me permet d'analyser de façon objective la situation d'une entité. Donc, avec mes équipes, nous avons analysé la situation de la Fédération ivoirienne de football. Et j'expliquais même qu'on avait fait un SWOT. Donc, pour ceux qui sont dans les écoles de commerce, c'est une matrice, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, on a analysé ça. Et à partir de là, on a fait un constat. Ce constat nous a permis, à la date d'aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football a une dette de 5 milliards de francs CFA. C'est une dette constatée. Lors de notre dernière Assemblée générale, elle a été validée en fin 2020. Les ressources connues, identifiées aujourd'hui, sont de l'ordre de 6 milliards. Les charges identifiées et connues sont de l'ordre de 7 milliards. Ça veut dire que vous avez un déficit structurel déjà des milliards. Donc nous, ce que nous estimons, c'est que la gouvernance, la bonne gouvernance, doit guider toutes nos actions. Donc il y a eu un audit qui a été effectué par le cabinet EY, Ernst & Young, pour être plus voilà, EY qui a été... Donc cet audit-là a fait des recommandations que nous allons appliquer. Les recommandations vont nous aider déjà à baisser les charges, pour que les charges rentrent déjà dans les revenus. Déjà, on va avoir un premier équilibre. Mais au-delà de ça, le programme que nous proposons, nous l'avons chiffré. Nous l'avons chiffré, et ce programme, il est chiffré, et nous avons une équipe de sponsors, un pool de sponsors qui est au travail actuellement pour trouver le montant que nous avons chiffré. Ça s'évalue aujourd'hui aux alentours de 3 milliards de ressources supplémentaires. Donc notre objectif, c'est de porter les revenus de la fédération de 6 à 9 milliards. Très bien. D'accord. OK. Monsieur Idriss Diallo. En année 1, hein, à partir de l'année prochaine. Année. Très bien. Ouais. On va marquer une courte pause et nous retrouver juste derrière, parler d'annonceurs. Nous aussi, on en a. Donc, on va aller pour la pub et on revient tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Également sur nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes très très nombreux. Donc, on lit vos réactions donc, au fur et à mesure donc, au cours de cette émission. Merci donc à tous nos internautes. Et notre invité ce soir, dans le cadre de cette série d'émissions-là, donc consacrée à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Monsieur Idriss Diallo, donc un des candidats qui nous fait l'honneur et l'amitié ce soir d'être sur notre plateau. Nous parlions tout à l'heure de financement. Jean-Marc Seka, vous avez une question? J'avais envie justement de rebondir là-dessus, puisqu'il faisait allusion à l'audit qui avait été fait. On se souvient de la sortie de Mme Dao Gabala, qui avait donné certaines pistes et tout. Vous étiez à l'Assemblée générale, les secrets ont été révélés au Dieu que vous êtes. Est-ce que vous confirmez et est-ce que vous pensez honnêtement que le problème de la fédération actuelle, tout ce qu'on a décrié, est à la vérité un problème de malgestion? Je ne parle pas de malgestion, je parle de gouvernance. D'accord. Vous savez, il faut vraiment faire la distinction. D'accord. Moi, je n'accuse personne de quoi que ce soit. Ce que je constate, c'est que la gouvernance a entraîné, à la fin de l'exercice 2020, des dettes de l'ordre de 5 milliards pour des revenus estimés annuellement à 6 milliards. Peut-être la faute à un manque de qualification. On ne s'est pas qualifié pour les Coupes du Monde, c'est peut-être ça. C'est également surtout que pour nos téléspectateurs, comment comprendre la différence entre la gestion, la malgestion et la malgouvernance ou la Parce gouvernance? qu'une gouvernance qui entraîne une dette, forcément découle peut-être d'une mauvaise gouvernance. Pas forcément. Mais quelle nuance vous faites? Donc, Ouais, gouvernance bien sûr, on peut le et gestion, par Il y a exemple. une vraie nuance. Voilà. Parce qu'en fait, lui, il parle de malgestion. Donc, en fait, c'est accuser ceux qui étaient aux affaires d'avoir posé des actes de mauvaise gestion. Je n'ai aucune preuve, donc je ne veux pas m'engager sur cette voie. Okay. Par contre, quand il y a la gouvernance d'une institution, il y a des règles de gouvernance. Très bien. Ces règles de gouvernance sont connues. Donc, si vous les appliquez, vous faites de la bonne gouvernance. Si vous ne les appliquez pas, c'est de la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas la même chose. Très bien. Très bien. Je voudrais qu'on parle un peu des régions, parce que le football, avant tout, c'est un sport populaire. Pourquoi la scierie André Bois, qui est à Daloa, va vouloir s'associer au football alors qu'il n'y a pas d'engouement?
Quelles sont vos recettes, justement, pour amener à la fois les gens à aimer le football, à revenir dans les stades, et puis à la fois les entreprises aussi à s'intéresser? Quelle va être la recette, Idriss Diallo? La première recette, c'est que vous savez que dans le monde entier aujourd'hui, les questions d'éthique et de gouvernance régissent les règles de tous les grands groupes. Donc pour qu'un groupe puisse investir de l'argent dans une entité, il faut qu'il ait je dirais, la preuve que cette entité est bien gouvernée. C'est la raison pour laquelle je dis, nous allons mettre en œuvre les recommandations de l'audit de Ernst & Young. Ça va nous permettre d'avoir un niveau de gouvernance et de conformité suffisamment élevé pour attirer des groupes sérieux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai parlé, moi, dans mon projet, de rassembler pour développer. Pourquoi? Parce que tous les conflits qui existent ne sont pas de nature à nous aider. Donc, il faut arriver à faire baisser la pression, à rassembler autour de tous sur un projet vraiment qui consiste à aller dans le sens de la transparence. Parce que tous les problèmes qui ont été soulevés, c'est parce que j'avais l'impression qu'il y avait un manque de transparence. Mais dès lors que la gouvernance sera claire, que la transparence sera effective, on ne va plus parler des problèmes de cette nature. Et on va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le football. Et le football lui-même, quand nous allons relancer des activités de football dans les régions, avec les ligues, à Daloa, quand vous allez avoir effectivement un championnat des jeunes, où les parents pourront aller voir leurs jeunes jouer sur les stades, où les parents pourront aller voir leurs filles jouer sur des stades, où il y aura régulièrement des compétitions. Ça va tout de suite créer un engouement dans ces zones-là qui va donner, je dirais, confiance aux opérateurs économiques de ces zones. C'est ça. Mais à plus grande échelle, nous avons, je vous ai parlé d'un pool de sponsors. Mais ce pool de sponsors, ce pool de partenaires qui va nous accompagner, qui est connu, qui sera révélé dès que nous serons élus. Parce que pour des questions de principe et d'éthique, je ne peux pas les révéler. Mais ces personnes-là, ils vont être dans un outil on a baptisé, qui n'existe pas, qu'on a créé, qu'on va appeler le comité de surveillance. Ce comité de surveillance que nous allons créer sera composé des annonceurs, donc des sponsors, qui nous donnent leur argent, de la Direction générale des impôts, parce qu'ils ont la parafiscalité qui est la deuxième source de financement. On en parlera. Voilà. Et des clubs, mais les clubs qui ne sont pas au comité exécutif. D'accord. Ceux-là vont être chargés de contrôler la gestion des ressources qu'ils vont mettre à notre disposition. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de zone d'ombre. Donc, tout le monde est rassuré que chaque franc CFA que nous faisons rentrer sert au football ivoirien et n'est pas utilisé à autre chose. Je pense qu'à partir de ça, nous allons avoir un climat suffisamment apaisé, de confiance autour de la gestion de notre fêtière, et on pourra... Toujours parlant de financement, de nombreux stades sont en train d'être construits à la faveur de la prochaine CAN. Comment vous comptez attirer le maximum d'Ivoiriens plus tard dans ces stades pour assister aux matchs de ligue locale? C'est le lieu de féliciter à ce moment-là Monsieur le Président de la République et le gouvernement, parce que tout le monde sait que le monde entier est traversé par des crises, Covid, maintenant la guerre, mais malgré ça, le gouvernement investit des sommes immenses dans les infrastructures sportives, infrastructures routières, hôpitaux, etc. Voilà, pour la CAN. Pour la CAN. Donc pour nous, c'est une opportunité de dire merci à Monsieur le Président de la République et à son gouvernement. Et qui va profiter de ça? C'est nous. Bien sûr. C'est nous les acteurs du football. Donc pour nous, ils sont en train de nous faire un cadeau extraordinaire. Donc derrière, justement, on doit profiter de cette dynamique créée par la CAN pour que les clubs de Ligue 1, que nous comptons faire passer, nous, de 14 à 16 dès la saison prochaine, donc puissent utiliser ces infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Ça va permettre maintenant de jouer à San Pedro, de jouer à Bouaké, de jouer à Yamoussoukro, de jouer à Korogo, alors qu'actuellement, on ne joue qu'à Abidjan et Gagnoa, sur 2 stades synthétiques. En plus. Donc, c'est une opportunité pour nous que nous allons saisir. Ça va nous permettre aussi de permettre à la Ligue 2 de jouer aussi dans ces endroits-là, dans de bonnes conditions, et au football amateur d'utiliser les stades annexes d'entraînement qui vont être créés. On va avoir une prolifération d'infrastructures qui vont permettre au football ivoirien de franchir un palier. Mais pour ça, en amont, il faut que nous puissions mettre en place une gouvernance apaisée, une gouvernance qui permette à tout le monde d'être sûr que tout se passe bien,
Parce que c'est de là que partent les polémiques. Hein. Bien sûr. Ils ont pris l'argent, ils ont fait ça, et puis Vous parlez de modèle de gouvernance. Je vais comme revenir encore plus dans le football local. C'est-à-dire que là, on a des stades. On connaît les modèles, comment ça se pratique en Europe. Soit les clubs sont propriétaires ou sont copropriétaires avec la ville, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réfléchissez à des modèles comme ça, puisqu'on va avoir beaucoup de stades, des modèles, on ne va pas sortir l'ONS, mais est-ce qu'il y a un modèle pour rendre vraiment solide, on va dire, le financement du football à travers la gestion des stades ou des choses comme ça? Ça, c'est la première question donc, pour le professionnalisme. Et puis, on va parler des joueurs. Comment on rend vraiment le football vraiment professionnel à travers des joueurs qui sont bien payés, etc. Ça aussi, c'est un vrai chantier. D'accord. En ce qui concerne les infrastructures, effectivement, c'est des infrastructures qui vont être construites par le gouvernement. Et je pense que nous devons nous rapprocher, si ce n'est déjà fait, le gouvernement, pour que justement, on ne fasse pas ce qui s'est fait dans certains pays. Construire des beaux stades, et puis après, la cadre, on les C'est abandonne. l'abandon. C'est la catastrophe. Je ne peux pas citer les pays, ça existe. Hein. Ouais. Donc, et je pense que le gouvernement a anticipé ça, parce que j'ai entendu que maintenant, le ministère est un ministère de l'économie sportive. C'est ça. Hein. Donc, ça veut dire que le stade est un moyen de créer des revenus. Effectivement. Donc, d'abord, il faut former des compétences pour pouvoir gérer Un stade. ces entités. Parce que qu'on ne c'est- peut pas toujours c'est faire venir fondamental. des gens pour pouvoir... Voilà, Ouais. donc former des compétences pour gérer ces entités, ça c'est un. De deux, il faut prévoir désormais au budget de l'État les ressources pour la maintenance de ces entités. Exactement. OK? Et maintenant, nous, qui sommes les utilisateurs, nous devons signer avec, avec le gouvernement donc, des chartes d'utilisation Ouais. afin donc, de les maintenir en bon état. Et en fait, les gens viendront au stade quand le spectacle sera de qualité. Donc le travail que nous allons faire pour élever le niveau des clubs va permettre d'avoir un spectacle de qualité, et ce spectacle de qualité va attirer les gens dans les stades. Vous voyez, c'est une dynamique qu'il faut impulser. Parlons des salaires également Ouais, des joueurs. des surtout. joueurs. J'allais y venir. Mais j'avais juste une petite précision que j'avais voulu que vous fassiez avant de poser ma question. Vous avez parlé de comité de surveillance. Ça fait pas doublon avec le comité de bonne gouvernance qui a été installé. Voilà, le comité de gouvernance qui va être installé est un comité qui est issu de nos statuts. Oui. D'accord? Issu de nos statuts, donc c'est une volonté de la FIFA. Oui. Mais cette volonté de la FIFA est venue rejoindre moi, ce que j'avais comme volonté. D'accord. Et vous avez entendu que dans mon comité de surveillance, il y a les sponsors, Oui. il y a ceux qui donnent l'argent, ils ne sont Oui. pas au comité de gouvernance. D'accord. Il y a la direction générale des impôts, la parafiscalité, ils ne sont pas au comité de surveillance. D'accord. Je De considère que gouvernance, tous ceux qui nous donnent de l'argent doivent savoir à quoi utiliser notre argent. Et D'accord. à partir de là, ils sont en confiance. Mais quel positionnement, justement, Jean-Marc le disait, est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on aurait pu imaginer que ça fait doublon, parce que ça fait donc des personnes qui surveillent deux fois. Je préfère être surveillé 2 fois et être en paix que ne pas être surveillé du tout et puis faire l'objet de beaucoup de... Voilà. D'accord. D'accord. Ma question qui suivait, c'était relativement à la fameuse charte. C'est comme ça qu'on appelait ça, non? Ou le cahier de charge que devaient signer les clubs. Il y a longtemps qu'on en entendait parler. Oui. Est-ce qu'il sera toujours d'actualité ou alors il a été retouché? Parce qu'on a entendu pendant longtemps que tel qu'il était fait, il n'était pas applicable par nos clubs. Il faut... C'est pour ça que nous qui sommes dans le football, il faut nous écouter. Oui. Vous pouvez faire le plus beau cahier des charges possible et le mettre à notre disposition. Et puis on ne pourra pas le remplir. Parce qu'on n'a pas les moyens de le remplir, donc ça ne sert à rien. C'est ça. Donc notre vision, elle est différente. D'accord. La CAF a un projet de professionnalisation. Donc c'est ça qui est l'objectif à atteindre. D'accord. Mais pour y arriver, il y a des étapes à franchir. Et nous, dans notre programme, nous avons prévu un séminaire qu'on a appelé les États généraux du football, avec les acteurs du football. 4 mois après notre élection. 3 à 4 mois. Pourquoi? Au cours de ce séminaire, nous allons nous parler. On connaît nos problèmes. On connaît nos forces et nos faiblesses. On va dire concrètement où on veut être sur les 4 prochaines années. Et à l'intérieur de ça, nous allons négocier, je dis négocier avec les présidents de clubs, des accords. Même en Europe, la fédération négocie avec la Ligue Ouais, des bien sûr. accords. Bien sûr, oui. Donc on va négocier avec les présidents de clubs des accords. Nous comptons faire évoluer les subventions. Ces subventions-là vont évoluer pour la Ligue 1 de 60, On parle de 75 millions à 75, 100 millions, de la Ligue 2 aujourd'hui de 20 à 50 millions, de la D3 de 15 à 30 millions. On va faire évoluer ça. C'est toutes ces évolutions-là qu'on a chiffrées et c'est pour ça que je vous parlais de 3 milliards de revenus supplémentaires que nous devons trouver. Donc, une fois qu'on aura négocié ça, qu'on sera sûr d'obtenir ces ressources,
On va dire aux présidents de club, messieurs les présidents de club, trouvons un accord pour fixer un SMIG à nos joueurs. Un SMIG en Ligue 1, un SMIG en Ligue 2, et puis un SMIG en D3. Encore que la D3 est amateur. Amateur, hein. Donc, on n'est pas contraint. Mais il faut trouver de quoi aider les jeunes gens qui sont là-bas. Pourquoi je parle de négocier? Parce que c'est eux qui sont les présidents de club. Vous ne pouvez pas leur imposer quelque chose, ils ne le feront pas. Bien sûr. Il faut être objectif. Mais pour y arriver, il faut augmenter les revenus que vous mettez à leur disposition. Donc, quand vous augmentez les revenus, vous pouvez leur dire, écoutez, voilà où vous étiez, il y avait des problèmes. Nous, on vous emmène là. Donc là, voilà ce que nous, on vous propose pour les joueurs. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne. La chaîne part des joueurs, mais les joueurs, ils ont des entraîneurs, mais les entraîneurs, ils ont des dirigeants. C'est les dirigeants qui payent et les joueurs et les entraîneurs. Si les dirigeants n'ont pas les moyens, on ne peut pas payer. Donc c'est une chaîne. Et Donc, justement, ces montants-là vont tourner autour de quoi? 250, 300 000 francs? je ne m'avancerai pas, je vous ai dit, je veux négocier. Tout ce que je fais, moi, je le fais dans le respect des présidents de club. Dans le respect. Si je m'assois devant vous ici pour dire, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est prétentieux. Je n'aurai pas les moyens de l'imposer. On peut Par dire d'une contre- certaine manière que vous les avez écoutés parce que vous êtes au contact avec eux. Totalement, totalement. Et j'en suis un. J'en suis un. Donc je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que je suis convaincu que quand nous allons nous asseoir autour d'une table, qu'on va dire, écoutez les gars, si on veut avancer, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Ils vont comprendre et ils vont valider. De sorte que les joueurs aient un minimum de salaire. Et ce salaire-là, on va négocier aussi avec la CNPS pour qu'ils puissent cotiser à la CNPS pour leur cotisation retraite, sociale ouais. et puis aussi mettre en place une assurance qui va les couvrir dans le cadre de leur mission. Monsieur Diallo, est-ce que quand je vous entends, est-ce que vous avez eu l'impression que auparavant, les présidents de club, par exemple, n'étaient pas suffisamment impliqués, n'étaient pas suffisamment consultés dans la gestion du football? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que vous voulez vraiment les impliquer, les mettre au cœur du dispositif. Oui, parce que pour moi, ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs. Et donc, vous ne pouvez pas leur imposer quoi que ce soit. Par contre, vous pouvez leur démontrer la nécessité de faire avancer les choses. Parce que chaque capacité que nous aurons à faire évoluer le niveau du football dans son organisation, dans la prise en charge des problèmes des joueurs et des joueuses. Bien sûr, Je ne vous- absolument. je ne vous oublie pas. Je sais que vous comptez sur le football féminin. Des joueuses. Voilà. Tout ce qu'on pourra faire sera en fait en bout de chaîne au profit du football ivoirien. Et donc, ils en sont conscients. Mais les présidents de clubs crient leur misère. Parce que justement, le football ne génère pas suffisamment de ressources Très bien. pour qu'ils puissent en vivre. Sur ça, et on va revenir sur un aspect un peu plus personnel. Vous avez une ambition, sauf que vous êtes dirigeant de club, de l'AFA, on l'a dit. AFA, Et puis beaucoup disent, mais bon, si lui-même, son AFA, je vais être un peu plus trivial, hein, si son AFA même ne marche pas, c'est que finalement, qu'est-ce qu'il va chercher à la tête de la fédération? Justement, est-ce que là, il n'y a pas un côté un peu trouble du rôle du dirigeant qu'ont nos concitoyens finalement, alors que, vous l'avez dit, et ça on l'a appris sur ce plateau, un dirigeant de club dans les conditions actuelles est obligé de chercher plus de 10 millions pour faire tourner son club. Est-ce que là, vous dites, je dois réhabiliter, comme Brice l'a dit, la place du dirigeant auprès du grand public finalement? Totalement, totalement. Vous savez, cette élection a placé les gens dans une posture où ils sont vilipendés de tous les côtés. À la limite, eux, ils sont les affameurs d'enfants, les affameurs de jeunes, ils ne les payent pas, ils ne s'occupent pas d'eux, les exploitants, etc. C'est méchant. Parce que les dirigeants du football sont d'abord des passionnés. C'est vrai. Et, excusez-moi, je peux parler comme trivial là. Ouais. Hein, on ne force pas quelqu'un à venir être dirigeant de football. Il se lève lui-même et puis il vient. Il vient avec son argent. Donc, les dirigeants de club, pour moi, sont des gens qui ont beaucoup de mérite et beaucoup de valeur. Maintenant, il appartient à l'instance fédérale qui aura fait sa toilette, qui sera réorganisée avec une bonne gouvernance, de les emmener à comprendre la nécessité de franchir des paliers en termes d'organisation, de structuration. Ça va les aider à avoir des ressources supplémentaires. Donc, il faut que ceux qui n'ont jamais été dirigeants de club respectent ceux qui sont dirigeants. Et puis, moi, j'invite, je vous dis, mais je lance un appel solennel à tous les internautes, à tous les activistes des réseaux sociaux. Je leur lance un appel à venir avec nous dans le football.
Ils n'ont qu'à venir avec nous au stade. Ils n'ont qu'à venir voir comment fonctionne une équipe. C'est très facile Ils n'ont qu'à sur l'ordinateur de faire des grands fonctionne Ils n'ont commentaires. qu'à venir voir ce qui se passe. Et je pense qu'à partir de là, ils auront une approche qui est un peu différente. Et puis, c'est des frères ivoiriens comme nous. Donc, ils pourront nous apporter aussi leurs contributions, leurs idées. Plutôt que d'être dans la critique, dans l'accusation systématique, soyons dans le partage d'idées. Et les dirigeants de club ne sont pas fermés à ça. Les gens ont l'impression que la subvention est largement suffisante. Et c'est justement pour ça qu'ils se disent, les présidents de club, ils prennent une grosse partie, qu'ils la mettent dans la poche. Mais c'est pas vrai. Vous qui êtes président de club, voilà. C'est ça, millions. Voilà, C'est essayez pas essayez de une nous question situer de là-dessus. façon très concrète. Très concret. Voilà. Vous avez une équipe comme la FAD, Ouais. qui est en Ligue 1. Je vais parler de mon équipe. Aujourd'hui, vous avez un effectif de 30 joueurs. Les salaires sont aux alentours de 5 millions par mois. Par mois. Mais 5 millions, ça, c'est les salaires des joueurs. Est-ce Après, qu'il y a vous les avez un primes staff dans les technique. 5 millions? Il n'y a pas les primes. Il n'y a pas les Il y a primes. pas les d'accord. primes. Ouais. Vous avez un staff technique. Donc, les entraîneurs et tout est aux alentours de 2 millions. Donc, vous êtes à 7 millions. On est déjà à 7. Voilà. Après, maintenant, vous avez, quand vous devez aller jouer, vous avez des entraînements. Ouais. D'accord? Donc, quand les joueurs vont à l'entraînement, il y a il faut les transporter, il faut payer les déplacements, Nourriture. etc., etc. L'eau. Bon, l'eau, vous avez donc, à côté de ça, les mises au vert, quand vous devez aller jouer, Ouais. ça a un coût. À côté des mises au vert, vous avez maintenant les primes de match. Quand vous avez gagné le match, vous devez payer les primes de match. Donc, vous êtes entre 10 et 12 millions par mois D'accord. pour une équipe comme la nôtre. Alors, calculer 12 millions sur 12 mois, c'est 144 millions. On n'a pas évoqué la question des Là, équipements. on n'a même pas évoqué les équipements. Les équipements, On n'a pas évoqué les aspects des soins médicaux. Ouais. On n'a pas évoqué les aspects de. Comment on appelle Les problèmes Le sociaux. siège, Les le- problèmes sur la réalité Les de problèmes nos vies. les Ouais. joueurs Ouais. qui Ma viennent, femme, ma ma femme, maman, mon décès, maman, oui. etc. On n'a pas évoqué tout ça. Et nous sommes un club, je dirais, moyen. Alors imaginez ce qu'il faut pour la SEC d'Abidjan, par exemple, Ouais. avec ce qu'ils ont comme structure. Ouais. Donc, aujourd'hui, pour à peu près 150 millions de besoins, la fédération trouve 70 millions. Vous voyez? Donc, nous, on dit on va passer à 100 millions. Donc, ça va chaud. Ça veut dire qu'il faut que le club lui-même soit capable de générer, à travers ses dirigeants et à travers les sponsors qu'il peut trouver, le différentiel. Mais l'objectif, nous, d'ici la fin même du mandat, c'est d'arriver aux 150 millions pour couvrir l'ensemble de la charge. Mais quand nous allons couvrir ça, les besoins vont augmenter. Ouais. Parce que clairement, si nous on arrive à faire ça, on pourra améliorer les revenus des joueurs, les salaires, les primes, etc., pour tirer vers le haut l'ensemble de la... Donc en fait, ça, je vous ai pris le cas de la Ligue 1. En Ligue 2, la subvention est de combien? La subvention est de 20 millions. Bon, alors, si vous avez 30 joueurs que vous devez payer, que vous devez entretenir, je ne vous ai pas parlé des juniors et des cadets que vous devez aussi, etc. etc. Bon, vous imaginez. Donc, c'est des sommes, ça semble important, mais ça ne couvre pas les besoins. Donc, les dirigeants eux-mêmes sont obligés de trouver des ressources supplémentaires. C'est pour ça que je demande qu'on nous respecte. C'est pour ça que je demande qu'on nous accompagne aussi. En idée, pourquoi pas. Voilà. Mais par contre, qu'on ne nous vilipende pas. Ce n'est pas gentil. Et évidemment, comme en tout, il y a des dirigeants, on n'est pas parfait. Hein. Il y a des dirigeants aussi qui ont une attitude Bien sûr. que je ne vais pas dire que nous sommes parfaits. Monsieur Idriss Diallo, on va marquer la deuxième pause de ce rendez-vous là et vous retrouvez tout à l'heure et puis on aura l'occasion d'aller en détail sur ce que vous proposez pour cette élection-là. À tout de suite. Le Live Talk reçoit ce soir comme invité M. Idriss Yassine Diallo. Il est candidat donc à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Merci encore une fois. Merci à Madame Bleu, à Jean-Marc Seka et André Bois de nous accompagner. Alors, M. Diallo, de nombreux internautes que nous avons ici qui nous font part de leurs commentaires, pour certains qui vous découvrent et pour d'autres qui ne sont peut-être pas d'accord avec vous sur ce que qui est leur proposez. droit, absolument. Exactement. Absolument. Mais nous, on a juste envie de vous poser la question, qu'est-ce qui fait de vous la personne qu'il faut à la tête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Qu'est-ce qui vous rend légitime? C'est quoi la belle histoire que vous préparez pour nous à la tête de Surtout que certains disent, il a déjà été dirigeant, il a déjà été à la géré. FIF. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter de nouveau? Oui, c'est une excellente question. Ma légitimité, elle est simple. Hein. Elle vient de ma passion. Vous savez, on a tous joué au football au quartier. Hein? Bon, moi, j'étais pas mauvais, hein. Mais bon, j'avais un père, à l'époque, on estimait que
excusez-moi, c'était les vauriens qui jouaient au football. Ouais. C'est au fois là l'école. Donc évidemment, je me suis concentré sur l'école, mais ça a toujours été ma passion. Et c'est une passion que j'ai entretenue au lycée, à l'université. Et déjà à l'université, j'étais président de l'Abidjan Université Club, qui était donc l'AUC l'AUC, président de l'AUC. Avec 14 sections, j'en étais le président central. Et après, je suis allé à la SEC d'Abidjan. J'étais vice-président de la SEC d'Abidjan. J'étais vice-président de la SEC d'Abidjan pendant plus de 15 ans, aux côtés de Roger Ounien, et j'ai eu ce parcours. Et puis j'ai été à la Fédération ivoirienne de football. Une première fois avec Isan Emmanuel dans les années 90, et une deuxième fois avec Jacques Anouma en 2002. Et en 2002, notre passion justement nous a amené à, je pense, écrire les plus belles pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toute prétention mise à part, c'est à cette époque qu'on a eu la chance aussi d'avoir une équipe locale, et j'insiste là-dessus. Quand le football local est de qualité, ça aide l'équipe nationale. Avoir une équipe locale de qualité grâce aux académiciens, équipe sur laquelle on a greffé des joueurs venant de l'étranger, et on a réussi à qualifier la Côte d'Ivoire pour sa première Coupe du Monde. Pour moi, c'est une histoire, et c'était notre objectif en arrivant, à l'époque. Je me souviens, parce qu'en 2004, on avait été éliminé de la CAN. À Polokwane, pour ceux qui ont une bonne mémoire. En Afrique du Très Sud. bien. On nous a éliminés à Polokwane. Quand on est revenu, on nous a traités de tous les noms. Et à l'époque, Jacques a dit, quand nous avons été élus, nous avons dit que notre objectif, c'est la Coupe du Monde. Ce n'était pas la CAN. Et on s'est concentré et on est allé à la Coupe du Monde. Donc, en réalité, on a écrit des pages qui ont fait rêver les Ivoiriens. On a eu ici, à une époque, le match Côte d'Ivoire-Cameroun, qui était un mauvais souvenir Très mauvais sportif, souvenir. mais qui au plan du football a été la Ouais. plus grande réussite, avec un stade, une recette de plus de 100 millions de francs CFA en 2005. Donc on a réussi à créer une dynamique qui, je pense aujourd'hui, nous sommes capables de réinsuffler. Et cette passion que nous avons pour le football nous amène à dire qu'il est temps pour nous, parce que je suis de formation et de profession un gestionnaire aguerri de mes entreprises et de mes activités, je pense qu'il est temps pour moi de donner au football ivoirien ce que je peux lui apporter à travers une organisation efficiente, à travers une organisation, je dirais, intransigeante sur la gouvernance et sur la transparence, et à travers la mobilisation de ressources pour permettre aux vrais patrons du football, c'est-à-dire les acteurs du football, que sont les présidents de clubs, les joueurs, les médecins, les joueuses, Surtout. surtout, hein, J'ai un très bon invité aujourd'hui. d'avoir un environnement assaini et leur permettre d'évoluer. D'autant plus que notre pays aujourd'hui a un challenge terrible. Le gouvernement et le président ne peuvent pas avoir mis tous ces fonds, toute cette énergie pour une canne qu'on a dans un an et que nous ne soyons pas capables de faire la meilleure prestation possible. Parce qu'il faut respecter aussi les adversaires. On ne va pas dire gagner la CAN, mais faire la meilleure prestation Exactement. possible. Et Avec parlons, un oui. objectif. Et parlons de, ça de nous la, permet de la d'aborder CAN, oui, la bien sûr. question, peut-être avant de parler de la CAN, la question des éléphants, parce que c'est la vitrine quand même de la fédération. Oui, et du Et football. donc, quelles sont vos recettes ou vos propositions pour les éléphants, pour ne pas aller dans tous les sens? D'abord, pour la question de la gouvernance, de la gestion, entraîneur, etc. Et puis après, la question du sponsoring, parce que les éléphants, c'est un très bon appel en termes de marketing. Comment vous allez jouer sur ces leviers-là? Mais justement, les éléphants, alors évidemment, je suis triste de dire que je ne veux pas critiquer, j'insiste encore, hein, la normalisation, mais leur bilan sportif, il est catastrophique. Hein, parce qu'on s'est fait éliminer de la Coupe du Monde sous leur responsabilité. On s'est fait, on a eu la CAN que nous avons connue. Mais en même temps, je ne peux pas leur en vouloir parce que ce n'est pas des personnes du milieu. Ils sont venus, on leur a demandé de mener une mission. Et cette mission était à la fois sportive et juridique, et administrative, et financière, et ça faisait beaucoup. Mais on sort vraiment d'un échec. Pour moi, je l'ai dit, il faut que les éléphants, on ait une équipe commando. Parce que vous ne pouvez pas, en un an, bâtir une nouvelle équipe. Parce qu'une équipe nationale se bâtit sur la durée. Vous voyez, par exemple, à un moment, l'Égypte a gagné 3 CAN de suite. Oui. Et vous savez, c'était quoi la recette de l'Égypte? C'était un championnat national de Fort. qualité. Ouais. Ils ont 2 équipes. Al Ahly,
et Zamalek. Ces deux équipes-là fournissaient à l'époque 90% de l'équipe nationale. C'est maintenant qu'ils ont baissé un peu. Et donc, c'est ces entités-là, solides, qui permettaient donc à l'équipe nationale égyptienne de tout balayer. La stratégie, ce serait de s'appuyer sur les joueurs Donc, locaux. la stratégie serait d'avoir un football local de qualité qui puisse offrir des joueurs de qualité auxquels on vient greffer des joueurs de l'étranger. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire en un an. Bien sûr. Ce n'est pas possible. Il faut être objectif. On voit un C'est bloc pour, ça homogène. c'est pour ça que je parlais d'une équipe, équipe commando. commando. Cette équipe commando, Elle a une d'abord, mission. Elle a une mission. Mais elle va Voilà. être dirigée par Voilà. qui? Parce que là, Voilà, parlons Grande de question. sélectionneur, du technicien en chef. Oui, on a c'est 14 ça. mois de la CAN. On n'a pas de sélectionneur. Qu'est-ce que vous avez prévu lorsque vous serez élu en termes de stratégie pour trouver ce sélectionneur? Vous savez, Quel sélectionneur Quel surtout. sélectionneur surtout? son profil. Non, non, Profil, au moins. je n'attends même pas d'être élu. Je travaille au profil de sélectionneur depuis déjà 4-5 mois. Ah, d'accord. Voilà. Anticipation. Par anticipation, parce qu'on ne peut pas gérer sans anticiper. D'accord. Quand on vient à une élection, c'est parce qu'on espère la gagner. J'ai du respect pour tous mes adversaires. Je leur présente mes excuses si mes propos vont les choquer. Mais je pense que comme moi, ils veulent venir gagner. C'est ça. Donc moi, je me suis organisé pour pouvoir gagner cette élection. Donc, quand tu gagnes et que tu as un an d'une compétition, tu n'as pas le temps de réfléchir. Il faut avoir réfléchi avant. Il faut avoir réfléchi avant. Ce n'est pas quand tu vas gagner. Voilà. Donc, moi, j'ai des profils. Je considère, et je l'ai dit, qu'il faut que l'encadrement technique soit constitué par un duo. Pour moi, je veux un duo. Je veux un duo avec un Ivoirien qui a joué au football au plus haut niveau, qui, si possible, a joué en équipe nationale, qui ensuite a fait une formation de technicien avec des diplômes avérés D'accord. et qui, pour finir, entraîne ou a entraîné au plus haut niveau. D'accord. Donc cet Ça va pour un Ivoirien-là, adjoint? sera légitime dans sa posture. Et à côté de lui, je vais chercher un expatrié qui aussi est légitime dans sa posture en termes de background, de CV et de compétences. Et l'attelage va être très clair. D'accord. L'expatrié saura qu'il est là pour une période précise pour accompagner l'Ivoirien qui, je dirais, en termes de transfert de compétences, oui. sur une certaine durée, maximum 2 ans, devrait récupérer l'équipe. Parce que dans notre vision, si vous prenez un entraîneur ivoirien aujourd'hui, qui a toutes ces qualités-là, que vous le mettez à la tête des éléphants, comme entraîneur principal, que ça se passe mal à la CAN, Ah, il est grillé. vous avez bousillé définitivement la carrière de cette personne. C'est Ce n'est clair. pas l'objectif. Les Ivoiriens sont très durs en ce qui concerne leur équipe nationale. Donc, je veux que cette personne-là, qui va accepter de venir prendre le risque avec nous, soit accompagnée par une personne dont la légitimité est incontestable. Donc cet attelage-là va former une équipe commando. Équipe commando, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette équipe, ce ne sera pas les joueurs qui seront les patrons. C'est l'encadrement. Le joueur qui est capable de se plier aux règles de l'encadrement sera présent. Celui qui n'est pas capable, fût-il le meilleur joueur du moment, ne sera pas en équipe nationale. On veut des personnes qui auront à l'esprit le respect de notre pays, le respect de notre drapeau, la capacité de s'engager sans rien attendre d'autre que de servir le pays, avec des techniciens compétents. Les Ivoiriens sauront reconnaître cet engagement si nous n'arrivons pas au bout. Ouais. Mais ils respecteront le sérieux qui aura été mis. Donc c'est une équipe commando que nous devons monter de maintenant à la CAN. Et nous, je pense fait que nous sommes court, hein. capables de le faire. Et la capacité, je veux dire, ce que représente l'équipe nationale d'un point de vue financier, comment vous aborderez ça? Et je parlais de l'expérience de 2006. Vous savez, quand on a démarré, en 2004, à l'époque, on n'avait pas de sponsor. Ouais. On n'en avait pas. Il y a une maison que je ne citerai pas qui nous a fait confiance à cette période-là. Je sais de quoi je parle, j'étais le patron de la partie marketing. Voilà. Et lui, il était jeune à l'époque. C'était les jeunes de la Il n'avait pas les fédération. dreads. Il n'avait pas les dreads, Non, voilà. j'avais pas encore les dreads. Donc, on a parlé à une société de la place. On lui a dit, on a un projet, le projet est sérieux. On a besoin que vous nous accompagniez. Ils nous ont dit, écoutez, présentez-nous le projet. On leur a présenté le projet. Ils ont dit, d'accord, on va vous accompagner doucement, mais avec des objectifs.
Si vous arrivez à franchir tel palier, on monte de tel palier. Donc, on a mis en place avec La motivation. voilà, des éléments de motivation, d'analyse, qui ont permis de faire à un moment une équipe nationale tellement belle, qui était en communion avec le peuple ivoirien, ce qui nous a amené au résultat que nous avons. Mais nous allons utiliser la même pratique. Je vous ai dit que nous avons un pool de sponsors qui est déjà prêt pour mobiliser les ressources. Dans les ressources dont nous parlons là, il y a les ressources liées à l'équipe nationale. Mais même ça, c'est le plus facile. Parce que l'équipe nationale est à la charge de l'État. Et l'État, avec les moyens que l'État a mis pour faire nos stades, pour faire des infrastructures, l'État mettra les moyens pour l'équipe nationale. Je n'en ai pas peur. Vous voyez? Mais je suis convaincu qu'on devrait y arriver. Mais c'est le mental et la mentalité. Moi, je rêve d'une équipe, quand je ferme les yeux, qui peut gagner une compétition à la 94e minute pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Est-ce que justement, cette question de pouvoir gérer des matchs jusqu'à la fin, on n'évoque pas, c'est vrai un problème de mental. Il y a eu Mme Ndao Gabala qui a parlé de psychologue et tout. Lorsque vous évoquez la question d'une équipe commando, c'est travailler sur le physique, sur l'encadrement et sur le mental. Totalement. Et ça, ce sera le travail des techniciens. Vous savez, les techniciens, surtout les techniciens d'équipe nationale, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas suffisamment de temps pour travailler avec les équipes. Donc, le mental est au moins 60-70% du travail qu'ils font. Parce que quand vous êtes en club, ils s'entraînent tous les jours. Ils viennent tous les jours, ils s'entraînent. Donc, vous pouvez mettre en place une tactique, une organisation, gérer des choses. Dans l'équipe nationale, ils ont à peine 72 heures pour aller jouer. À peine. Donc, le mental est fondamental. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de profil d'entraîneurs qui sont capables d'allier les compétences techniques aux compétences de meneurs d'hommes, avec donc, je dirais, un background qui ne souffre d'aucune discussion. Oui. Sur la fin, sans doute, de notre entretien, on voit que, évidemment, c'est une évidence. Vous avez une somme d'expérience, que vous venez de citer, tout ça. Ça fait de vous, ça fait un atout. Mais vous avez aussi dit que le football ivoirien a besoin d'apaisement. Vous sentez-vous ne pas être dans l'adversité au point d'apporter cet apaisement-là? Comment vous allez parler à tous ces candidats, à tous ces, ces éclats de voix qu'il y a eu pour amener et pour le ajouter calme à dans ce ce que football-là? tu dis, lors de l'annonce officielle de votre candidature, vous avez dit que si vous étiez élu, vous comptiez tendre la main aux autres candidats. Comment cela va se matérialiser? Mais je le pense vraiment parce que je vous dis sincèrement que ces oppositions sont artificielles. Les trois grands candidats, comme on les appelle, parce que bizarrement en Côte d'Ivoire, il y a la politique, le football, il y a beaucoup de... Voilà. Il y a toujours un lien. Il y a un lien bizarre. Là. Donc, les trois grands dont vous parlez, que ce soit M. Didier Drogba, que ce soit M. Sori Diabaté, je les connais personnellement. Nous avons cheminé ensemble à un moment de nos parcours sportifs. Donc, pour moi, ce sont des personnes qui ont la légitimité de vouloir être président de la fédération. Mais une fois qu'on aura fait l'élection, et que j'espère je l'aurai gagné, mais il est de mon devoir même de les emmener avec moi, parce qu'ils peuvent apporter quelque chose au football ivoirien. Mais moi, ma vision, c'est que je ne suis pas seul. Parce que je vous ai parlé de moi, mais je ne suis pas seul. J'ai une équipe. Ouais. Je vous ai présenté mon équipe. Mon équipe, je l'appelle la Dream Team. Parce que fondamentalement, elle comprend des dirigeants de clubs de qualité, et elle comprend des personnes de la société civile qui sont des passionnés de football, qui ont des compétences multidimensionnelles, qui vont apporter une véritable valeur ajoutée au football ivoirien. Donc je ne vais pas faire ça seul. Si je vous dis ça, c'est que j'ai la prétention. Je ne suis pas une candidature spontanée. Hein. Je suis une candidature conçue, réfléchie et préparée, avec un groupe sérieux qui est derrière. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion de le voir une fois que nous serons élus. D'accord. Inch'Allah. Alors, comme nous sommes en fin d'émission, on va voir comment ça se passe alors, les présidents du club votent, ils vous regardent ce soir. Oui. Si en une minute, vous pouvez leur dire quelque chose, ce serait quoi? Mesdames, Messieurs les présidents de club, on se connaît. On se connaît. Alors, vous savez le choix qu'il y a à faire. Je suis celui qui vous apportera la solution à vos problèmes. Monsieur Driss Diallo, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Bon, on ira à tout le monde bonne chance, donc bonne chance à vous. Merci. L'élection, on le rappelle, donc c'est pour le 23 avril, donc au soir du 23 avril.
on aura certainement le nom. Je dis certainement. J'insiste sur le certainement. Cette fameux Casa de la FIFA. Cette fois-ci, La Casa de la FIFA, cette fois, je pense, nous livrera le nom du futur président. Merci beaucoup d'avoir été dans notre compagnie. Merci Jean-Marc, merci André, merci. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Tiens, désormais, je crois que je vais rebaptiser la Real Dream.